Kinshasa est encore sous le choc des inondations intervenues les week-ends derniers, inondations qui ont emporté plusieurs morts, plusieurs personnes. On parle d'une trentaine de Congolais qui ont perdu la vie à cause du débordement des eaux de l'Andjili, cette rivière Ndjili, qui a paralysé pendant 48 heures la circulation entre Kinshasa de l'Est et de l'Ouest, la route étant coupée. Nous sommes encore donc sous cette émotion, avec la solidarité qu'impose une telle tragédie, mais en même temps, nous sommes sous l'obligation de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et surtout de prendre les mesures disponibles, en tout cas, pour que ceci ne puisse se répéter. Sinon, comment faire face à cela? Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Vous avez tous compris, nous sommes sous les signes de ce deuil qui a frappé la ville et qui a emporté plusieurs de nos compatriotes, alors que nous sommes sous les chocs de la guerre à l'Est. Voilà que la pluie est venue jouer sa partition. Pour parler de cette question, parce qu'il nous faut comprendre, nous devons faire un effort pour saisir, pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai le plaisir, peut-être le signe honneur, de recevoir sur ce plateau deux grands experts. Parce que face à l'émotion, l'expertise s'impose pour que nous puissions garder la grande rationalité. Alors, je reçois ici sur ce plateau Maître Koko Belade. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Willy. Vous êtes, comme le dit le mot, avocat, mais ici je ne vous reçois pas comme avocat. Oui. Je ne vous reçois même pas comme pasteur, parce que vous êtes aussi un pasteur. Oui, pasteur. Voilà, mais je vous reçois comme un expert de la ville, parce que la ville vous a ouvert ses portes pour que votre expertise puisse intervenir dans le cadre de ces dossiers. Vous êtes celui qui s'occupait des questions environnementales. Oui, environnementale, éducation et gouvernance. Gouvernance. Nous allons donc, tout ça est lié. Et à côté de vous, un autre expert, le professeur Raphaël Chimanga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Ça fait plaisir de vous rencontrer, surtout pour la première fois. Merci. Vous êtes professeur d'hydrologie et des ressources en eau à l'INIKIN, à l'Université de Kinshasa. Vous êtes évidemment un grand qui écrivait beaucoup, parce que vous écrivez beaucoup sur toutes les questions qui sont liées à l'hydrologie. On peut dire que vous êtes l'expert eau de notre République. Exact. Et à ce titre-là, la ville doit vous ouvrir ses portes aussi pour vos avis considérés. En tout cas, vous avez écrit Enjeux socio-économiques des eaux du bassin du Congo face au changement climatique, comme si vous saviez qu'un jour on vous poserait ces questions. Vous avez aussi écrit Conception d'un réseau optimal de suivi hydrométéorologique et climatique du bassin versant du Kasaï. Vous êtes donc quelqu'un qui connaissait ce qui s'est vraiment passé. Merci donc d'accepter cette invitation. Nous la faisons tout ça en solidarité avec nos compatriotes frappés aujourd'hui par cette situation. Et d'ailleurs, la plupart n'ont plus de maisons. Ils sont aujourd'hui dehors et la solidarité nationale et celle de la ville surtout, la réaction du gouverneur a été prompte pour pouvoir leur trouver un site, en tout cas, provisoire. Mais je ne suis pas seul. J'ai à ma droite, à votre gauche, l'expert journaliste de l'Éco-Vert, José Junior Owawa. Bonsoir. Bonsoir Willy, bonsoir au professeur, bonsoir maître. Bonsoir, José Junior. Merci. José Junior est donc responsable de l'émission qui porte au quotidien cette question du climat. Alors, avant même que nous entrions en contact avec vos paroles, je suppose qu'ils vont nous expliquer, nous allons suivre un petit élément de géopolitique pour voir
vraiment comment Géopolis, en tant que télévision, a pu rendre compte de ce qui s'est passé. Suivons. Météo le bagi que mois d'avril aux alatri d'Angleterre. Mbulo kuti salma boeza uti mbula ba Congo. Wana mo uti déjà le côté du Congo. Ce qui fleuve ziko a tondi abandi boka aux alatri d'Angleterre qui s'est notre donc en quelque sorte l'État a déjà précaution. L'État congolais doit prévenir de futures inondations, car si le fleuve aussi augmente sa crue, même le centre-ville sera affecté. Surtout ça, il y a une route principale, à Tabakota, à Tabakota, ma route, monsieur Zalaki, mais la bande comme ça, là, Nangamba, il y a ma inchilité. Nous tous les camarades, les vendredis, wana, pour Baouté, Bambias, Bakota, Bamatani, Balala, qui Nangamba, il y a Nini, il y a Serpo, il y a Saut de Mouton, Maï, ça dit, scandale, Moro, Naïsio, voire même à Tabande, quand on est moi, c'est que au minute, il va couper Baali. Les lots qui basent tuima na moment où on est tout ça va dégâts au gouvernement sur bata bat au marqué bata la souci de ce peuple en tout cas parce que la vite fait Nangela au ba osala ya nini ya Nangela la biso ba osala o ya kulumba. Beaucoup de gens n'ont pas voyagé. Le gouvernement doit tout faire pour finir la route de Kulumba afin de désengorger le boulevard Lumumba. Il y a les vendredis, on a samedi, bandi barati ba vol nso ba keite soki route nso ezalaki ba côté pour lancer route on est bandi banda kala bandi ko sala Kulumba na lelota tozana on a problème ni kaka ya ba problème to na ngweze bien ba inondation oyo ezozwa biso parce que l'État L'État congolais est faible et le peuple est hypocrite. C'est pourquoi on assiste à des constructions anarchiques sur la rivière Ndjili. L'État devra donc être ferme. Et puis quelqu'un normal, le chef de la vérité du quartier, tout ça là, des blocs ils ont posé des problèmes. Et puis le problème, c'est que avant tout, il faut l'État à ça la canalisation, terrasser, à sali courant, tout. Après na simana ya ngonde sikoyo peuple aye kovana. Oh peuple akenda kaka yemo ka kutika esika bali ko tshaba ndaku ali ko sala boye. Les problèmes posent la kabiso ya ngwana. L'État zala ferme. Voilà, l'État soit ferme, c'est le propos de notre compatriote. Mais rentrons un peu dans la science. Nous voulons nous demander qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est vrai que nous vivons les conséquences. On a vu l'eau débordant et entrant dans les maisons. Professeur Chimanga, vous êtes hydrologue, comme je le disais. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'il pleut chaque année, Ndjili a toujours été là. Mais pourquoi cette fois-ci, ça a pris une telle ampleur? Merci beaucoup, M. Willy. C'est que ce qui s'est passé pourra encore se répéter si les dispositions adéquates ne sont pas prises. C'est l'inondation. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que l'inondation. C'est l'excès d'eau qui se produit dans un laps de temps et qui ne sait pas être contenu dans un cours d'eau. Voilà, un collecteur. Et l'inondation, c'est un phénomène naturel, c'est ce que nous devons comprendre. Et l'inondation devient un problème lorsqu'elle touche aux enjeux, aux intérêts socio-économiques, aux personnes. Puisqu'il y a dans des forêts, il y a l'inondation qui se produit et tout ça. Voilà. Et l'inondation doit se gérer. Partout, il y a des inondations et ça se gère. Alors, nous sommes dans une zone, nous devons savoir que nous sommes dans une zone qui est prédisposée aux inondations. Sur l'ensemble des catastrophes naturelles ou catastrophes hydroclimatiques documentées dans notre région, nous voyons qu'il y a une part prépondérante qui revient aux inondations. Donc les inondations occupent la première place. Et dans notre région, nous devons aussi savoir que presque 33 millions de personnes sont dans un rayon de 10 km d'un cours d'eau.
dans les 10 Sur les kilomètres. 100 millions de Congolais, Voilà, oui. 33 millions vivent dans un rayon de 10 km donc d'un grand cours d'eau. éligible aux inondations. Exactement. C'est que les facteurs, il y a des facteurs d'exposition aux inondations sont vraiment plus accentués en ce sens-là. C'est que nous devons prendre des dispositions pour pouvoir gérer les inondations. Alors, je vous dis, en 2012, il y a eu une grande inondation sur la rivière Lukaya, en amont du bassin versant de la rivière Njili. Puisque le bassin versant de la rivière Njili prend sa source dans la province du Congo central. Et en 2012, il y a eu une grande inondation. Cette inondation n'était pas arrivée à Kinshasa. Pourquoi? Puisque ça a été absorbé par... Il y a une carrière qui était là-bas d'exploitation de gravier et consorts, de caillasses. Et toute l'eau avait été absorbée dans cette carrière. Et l'eau est restée dans cette carrière-là pendant presque 3 ans. On tentait de vider tout ça et la carrière était devenue inopérationnelle. C'est devenu un lac. Voilà, oui. Alors, cette fois-ci, le même phénomène, puisque nous parlons en hydrologie d'événements exceptionnels qui ont une période de retour de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Vous vous souviendrez, lorsque nous rencontrons à l'histoire, c'est qu'en 1961, nous avions une grande inondation fluviale sur le fleuve Congo, sur l'ensemble du fleuve Congo. Et nous avions atteint environ 80 000 mètres cubes par seconde. Et cette inondation, grande inondation, s'était reproduite en décembre 2023 et janvier 2024. Vous vous rappelez, nous avons eu une grande inondation. Oui, oui. Toutes les maisons qui sont au bord du fleuve et le fleuve est arrivé même. Exactement. La cité du fleuve, était dans l'eau. Et les gens avaient fui. C'est comme ça. Donc l'eau avait récupéré son grand lit. C'est comme ça. Alors, c'est ça ce qui s'est passé. C'est que en 2012, nous avions eu un événement exceptionnel sur le bassin versant de l'Anjili en amont. Heureusement, c'est que ça a été absorbé par ce grand réservoir qui est la carrière qui avait été faite. Alors, mais cette fois-ci, c'est quoi? Voilà, oui. C'est que cet événement s'est reproduit. Quand vous entendez les gens parler, ils vous disent Mai et bandaki, inondation et bandaki na Lukaya. Voilà, na Lukaya. Alors, comme c'est que il n'y avait pas quelque chose qui pouvait, un réservoir qui pouvait contenir l'excès d'eau, alors c'est qu'il y a eu cet excès d'eau est venu jusqu'à Kinshasa. Alors il y a eu maintenant un effet cumulé des phénomènes naturels, phénomènes hydrologiques naturels et des actions anthropiques. Les lits de la rivière Njili est déjà occupé avec des constructions anarchiques. Vous comprenez? Et l'eau n'a fait que récupérer son lit. Et avec une grande vitesse d'écoulement, c'est qu'il y a eu évacuation difficile de l'eau vers les collecteurs naturels qui est le fleuve. C'est qu'il y a eu obstruction. Et l'eau maintenant devrait se chercher par où passer une voie. C'est ainsi que l'eau s'est répandue, mais à une forte hauteur. Vous trouvez? À une forte hauteur, si bien que vous allez voir que des maisons entières étaient englouties. C'est ça maintenant la catastrophe. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer en des termes les plus simples ce qui s'est passé, nous sommes en train de développer. Nous sommes avec vous et nous allons développer tout cela. Comme c'est la première prise de parole, Maître Coco, c'est vrai que nous sommes quand même gouvernés par des institutions dont la mission principale est de prévenir. Gouverner, c'est prévoir.
N'a-t-on pas prévu ce cas? Est-ce que l'hôtel de ville, qui est quand même notre patron dans cette ville ici, n'a jamais eu dans ses dispositifs la capacité de prévoir une telle situation parce qu'elle se répète en fait de manière régulière? Merci, M. Willy. D'emblée en liminaire, je présente mes condoléances. Le gouverneur m'a demandé de présenter les condoléances à toutes les familles éplorées. C'est dommage, il y a eu des morts. Il ne faut pas qu'il y ait des morts. Et c'est ça la responsabilité de l'État. Est-ce que la ville n'a pas prévu? Parce que je voulais parler beaucoup plus des pouvoirs publics. D'accord. Les pouvoirs publics, quand je parle des pouvoirs publics, je vois l'État, parce que l'État a des composantes. Dans ces pouvoirs publics-là, il y a le gouvernement central, il y a la ville. Parce que au niveau des responsabilités, il y a certaines choses qui se font dans la ville, mais qui ne relèvent pas de la ville. Peut-être on abordera la question par après. Au fait, la ville, quand le gouverneur est arrivé, le gouverneur s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, le professeur l'a dit, Kinshasa est sur un sol sablonneux. Kinshasa est sur un sol sablonneux. Si les eaux ne sont pas absorbées par l'eau, le sable devient un instrument pour charrier l'eau. Et le gouverneur, en arrivant, il a mis sur pied une équipe qu'on appelle la coordination des experts que je dirige. Cette équipe des experts devait réfléchir sur 3 directions. Il y a l'axe de la gouvernance, il y a l'axe du volet technique dont parle le prof, parce que le prof est aussi dans cette cellule-là, dans cette cellule des experts, pour alerter. Il vous parlera du mécanisme d'alerte qu'il a conçu, parce que la ville s'est dit, elle a fait ce qu'on appelle la recherche et développement, une passerelle avec les institutions universitaires. Et dans l'approche, il y a un élément important, parce que le prof parle des causes anthropiques, des causes de l'homme. Il y a deux choses, c'est l'occupation du terrain et c'est la gestion des déchets. L'homme a commencé... Parce qu'il y a une loi la loi de 2015 qui prévoit la loi sur les catastrophes naturelles, qui prévoit notamment la prévention, la prise en charge et la reconstruction. Est-ce que vous pensez aujourd'hui l'état de préparation de ce qui est fait au niveau de la ville a été respecté? Vous êtes vraiment en train de suivre ces protocoles? Je dis que j'ai parlé de pouvoir public parce qu'il y a des choses que la ville fait et que la ville a eu à faire. Vous avez vu que le gouverneur est descendu. Si le gouverneur est descendu, c'est parce qu'il y avait une cellule qui est déjà mise sur pied. C'est qu'on appelle au niveau de la ville la cellule d'alerte prospective. Présidée par le gouverneur, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de l'Environnement. Mais le gouverneur, vous voyez, le gouverneur est allé vers la première ministre. Le gouverneur est allé voir la ministre des Affaires foncières. Parce qu'il y a des choses, pour que la ville le fasse, il faut des passerelles avec le gouvernement central. Je donne un exemple. Donc, si je vous comprends bien sans vous couper la parole, oui. Le gouverneur réagit, mais dans une impasse. Je comprends bien. On n'accuse personne, mais selon ce que je comprends, le gouverneur peut réagir, mais parce qu'il y a le gouvernement central ici, certaines choses ne lui sont pas autorisées. Les catastrophes naturelles aujourd'hui, quand il y a les catastrophes naturelles, c'est géré au niveau de la protection civile, au niveau du ministère national. Mais la ville ne peut pas se dérober pour dire qu'il y a le gouvernement central. Pourquoi? Parce que quand on dit que le plan d'aménagement urbain doit être la déclinaison du plan d'aménagement national. Et le plan national n'est pas encore là. Ça pose problème. Mais le gouverneur s'est dit non, il faut que nous puissions anticiper. En anticipant, il a mis sur pied cette équipe-là. Cette équipe a réfléchi et cette équipe a mis sur pied, je prends le volet déchets, un programme de gestion intégrée des déchets. Pourquoi, Willy? La rivière Ndjili, comme d'autres, ces rivières-là sont devenues des dépotoirs. Quand on met les déchets. On met les déchets. Et quand on met les déchets, les lits se rétrécissent. Ça, c'est de un. De deux, les occupations du lit de la rivière Ndjili. Il y a 12 ans, le même phénomène s'était réalisé. Il y avait 200 000, ça les gens oublient, il y avait 200 000
200 000 personnes qui avaient été déplacées. On a occupé les lits. Mais qui occupe les lits et qui autorise? Vous savez que le gouverneur de la ville n'a pas le pouvoir de lotir. C'est le seul gouverneur. C'est le seul gouverneur qui ne lotit pas. Et le plaidoyer de la ville, c'est qu'on puisse remettre au gouverneur aussi de la ville. Le pouvoir de lotir et de sécuriser. Donc, si je comprends bien, les personnes qui habitent le long de la rivière Njili habitent quand même un endroit où on ne peut pas habiter. Ils habitent dans des lieux qu'on appelle des lieux non aedificandi. Il faut des mesures urgentes, il faut des mesures fortes pour préserver la vie de nos populations. Oui, chacun veut avoir un lopin de terre, mais on ne peut pas avoir un lopin de terre, et le prof l'a dit, quand les eaux, quand la rivière veut parler, la rivière récupère son lit. Alors, quelle est la responsabilité de l'État? Nous avons interrogé quelques personnes, en tout cas Maître Charles Kabouya, qui est très intéressé par les questions sociales, a répondu au micro de Géopolis. Nous allons suivre un peu son direct. Maître Charles, nous vous écoutons. Alors, cette situation qui est récurrente chez nous, nous en connaissons la cause, les causes, qui sont notamment l'explosion démographique à Kinshasa, qui n'a pas été suivie d'une mise à niveau des infrastructures urbaines. Il y a l'urbanisation sauvage avec des constructions anarchiques qui est servie, soutenue par la corruption et la concussion au sein des services de l'État. Tout cela, nous le savons. Alors, pour remédier à cette situation, nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons des outils. Nous avons des plans d'urbanisation qui parfois datent de l'époque coloniale. Nous avons des plans d'aménagement dont certains sont très pointus. Et malgré cela, nous sommes dans l'immobilisme, subissant plutôt cette situation. Aujourd'hui, nous avons atteint une sorte de point de rupture parce que la ville est devenue totalement invivable. Je vous en prie. Professeur, vous avez suivi cette vidéo. On parle justement de tout ce problème-là que l'expert du gouvernement venait d'effleurer. Aujourd'hui, vous parlez comme ruissellement urbain, comme cause principale de ce qui arrive dans la ville de Kinshasa. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une ville qui comptait 2 GA en 1960, autour de 1600 individus, et finalement aujourd'hui à 17 millions de personnes, vous pensez aujourd'hui que les plans d'aménagement de la ville, qui doit être ficelé par l'hôtel de ville, est à même de pouvoir sortir de la situation, d'autant plus qu'on sait que la rivière Njili occupe une grande partie et traverse des grands quartiers de la ville de Kinshasa, et que finalement, ça sera la solution comme l'indique l'expert du gouvernement. Merci beaucoup, M. José. Je dirais que d'abord, nous sommes en train de travailler avec l'expert, comme il l'a souligné, sous l'autorité du gouverneur de la ville, sur le plan d'alerte précoce. Voilà, oui. C'est un plan qui est important pour la gestion des inondations. Ok, nous sommes en train de parler toujours de l'urbanisation, ok, mais nous devons savoir que aussi l'inondation, c'est un phénomène naturel. Et je venais d'évoquer les facteurs d'inondation dans notre région, qui montrent que notre région est plus exposée aux catastrophes, au risque de catastrophes d'inondation que n'importe quelle autre catastrophe. Comprenez? C'est que nous devons penser à un plan de gestion intégré des inondations, qui va inclure aussi un plan d'aménagement urbain. Il y a ce que j'appellerais les zones de recharge. Voilà, les zones de recharge, puisque lorsqu'il pleut, l'eau doit s'infiltrer. Il y a des zones de recharge
pour pouvoir même alimenter les aquifères, les eaux souterraines. Le grand problème que nous avons dans l'aménagement actuel de notre ville, c'est qu'il y a une sorte d'empiètement sérieux des zones de recharge. C'est que les zones de recharge n'existent plus. Et que toute l'eau qui tombe des pluies, n'est-ce pas, est obligée de pouvoir se diriger quelque part, chercher une voie d'évacuation naturelle. Il y a des dimensionnements des cours d'eau. Voilà, oui. Et nos cours d'eau, leur dimensionnement naturel ne suffisent plus, ont été vraiment dégradés avec des constructions qui ne respectent plus les périmètres de sécurisation des cours d'eau. Puisque pour chaque cours d'eau, ça se trouve même dans la loi sur l'eau, la loi de 2015, pour respecter les périmètres de protection des cours d'eau. Okay. Au-delà de 100 mètres, nous ne pouvons pas, bien entendu ça varie, puisque nous avons de grands lits de rivières, tels que le fleuve Congo a un grand lit qui peut aller jusqu'à 200 mètres, 300 mètres. Donc, c'est une variable qui change d'un cours d'eau à un autre. Mais nous prenons le cas, par exemple, de la rivière Njili qui nous concerne pour le moment, c'est que le périmètre, si nous prenons les périmètres de sécurité qui se trouvent actuellement, des protections, qui se trouvent actuellement dans la loi sur l'eau, c'est de 100 mètres, nous allons voir que partout ce n'est pas respecté. Et que les caractéristiques de dimensionnement du cours d'eau qui peuvent contenir une crue exceptionnelle sont dépassées. Alors, c'est pourquoi je dis il y a combinaison de phénomènes naturels. Il y a eu une grande pluie vers l'amont et il y a écoulement, il y a eu accumulation avec les problèmes anthropiques, l'occupation anthropique du lit, et c'est ce qui a causé cette catastrophe que nous sommes en train de voir. Donc, oui. Quand vous parlez d'endroits de recharge, ouais. Parce que bon, on parle quand même à toute la population, vous parlez de quoi? Vous parlez les ciments qu'on met partout, l'eau ne peut pas s'infiltrer sous la terre. Vous parlez exactement de quoi? Ça c'est très important. C'est très important. Il y a une notion très importante. Voilà, oui. Disons, sous nos pieds, dans le sol, sous le sol, il y a des aquifères. Des aquifères qui contiennent de grandes quantités d'eau. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez tout le monde recourir aux eaux souterraines en mettant des forages. Voilà. Mais ces forages sont alimentés par comment? Sont alimentés par les infiltrations, l'eau des pluies. Et il y a des zones, lorsqu'il pleut, il y a des zones d'infiltration. Où l'eau doit vraiment entrer en bas. Exactement. Et lorsque ces zones-là sont empiétées, c'est que ces zones-là sont occupées comme ça. Donc c'est que la capacité d'infiltration est anéantie, est réduite. L'eau ne peut pas entrer sous le sol. Nous avons des inconvénients là-bas. C'est que l'aquifère ne va plus recevoir l'eau, vous trouvez, et aussi l'eau court directement, puisque lorsqu'il y a infiltration, qu'est-ce qui se passe normalement? J'explique. Il faut que nous puissions comprendre ces choses ici pour que nous puissions prendre des dispositions. Sinon, nous allons même perdre nos rivières. Nous allons perdre même nos rivières. Nous sommes pendant la saison sèche. Il ne pleut pas, mais l'eau coule. Cette eau-là vient d'où? Cette eau-là vient des écoulements de base, l'eau des aquifères, voilà, qui alimente les rivières lentement. C'est ça le phénomène. Voilà. C'est que l'eau s'infiltre, l'eau est contenue dans les couches profondes, et ces couches profondes commencent à alimenter les rivières lentement. C'est ainsi que nous avons des rivières pérennes, qui coulent même pendant la saison des pluies. Alors qu'ailleurs, vous allez voir qu'il pleut, la rivière est devenu un terrain de football. Hein? Exactement. Oui, et puis après, c'est qu'il n'y a plus l'eau. Nous risquons d'avoir cette situation-là avec ce que nous sommes en train de faire. Nous devons bien gérer notre environnement. Alors, maintenant, c'est que une grande quantité d'eau qui devait s'infiltrer ne s'infiltre plus, se dirige directement vers un petit cours d'eau
Voilà, qui ne sait pas contenir toute cette eau-là, c'est ainsi qu'il y a débordement. Donc, c'est qu'il y a ces problèmes-là de gestion de l'espace urbain auquel nous sommes en train de faire face. Et l'eau on ne sait plus avoir des infiltrations. Et nos collecteurs d'eau même sont juchés de problèmes de plastique et tout ça. Alors c'est un peu tout ça qui s'est en train de se Une autre question, rapidement, parce que c'est parmi les choses que l'on entend souvent. Est-ce qu'il y a un lien entre ces inondations que nous avons connues et les réchauffements climatiques? Est-ce qu'il y a un lien? Voilà, merci beaucoup. Bien sûr, nous sommes dans le contexte du changement climatique actuellement. Je peux expliquer cela, c'est que sur le plan régional, nous prenons l'ensemble de la RDC, qui tombe un peu Ndili, sur le plan régional, nous avons vu qu'il y a eu des inondations, de grandes inondations exceptionnelles de 1961, et puis il y a eu encore une autre inondation exceptionnelle de 1999. Et puis, vers 2000, quelque chose, il y a eu encore une autre inondation exceptionnelle. Donc, ce sont des grands événements qui se reproduisent dans l'espace de 50 ans, 10 ans, 30 ans, 70 ans, quelque chose comme ça. Mais maintenant, depuis 2015, qu'est-ce que nous voyons? C'est que nous avons vu un raccourcissement de ces délais-là, voire de ces délais-là, qui était peut-être de 50 ans, mais maintenant ça devient de 5 ans, 4 ans. En 2015, nous avons eu une inondation exceptionnelle. Et vous vous souviendrez, la rivière, l'usine de Ndjili là, était même bloquée. Alors pendant beaucoup de jours, la population dans la ville n'avait pas accès à l'eau potable. Comme aujourd'hui. Exactement. Alors, en 2019, nous avons eu encore une inondation exceptionnelle. En 2021, nous avons eu une inondation exceptionnelle. Et 2023, c'était encore vraiment, des grandes inondations comme ça. Donc, on voit maintenant les cycles d'occurrence de ces événements exceptionnels qui s'est réduit en période de 4 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. C'est maintenant, c'est là. Alors, quel est le problème? C'est les changements climatiques ou bien c'est l'action anthropique? Les deux sont combinés. Nous sommes en train de voir qu'il y a une urbanisation sauvage. Oui, accélérée, n'est-ce pas? Voilà, accélérée, qui ne tient pas compte des normes d'aménagement, de planification à long terme dans le contexte du changement climatique, où nous devons mettre en place des infrastructures résilientes au changement climatique. Nous sommes en train de voir qu'il y a la déforestation. Voilà, oui. Il y a la déforestation. C'est ici, M. Willy, si vous le permettez, c'est que nous avons l'avenir de la RDC, c'est de grands projets d'envergure tels que Grand Inga et consorts. Et aujourd'hui, je dois dire que si nous avons aussi notre corridor principal d'échange des biens et des services, le fleuve Congo avec ses tributaires et consorts. Alors, si la masse critique de la déforestation est atteinte, le projet Grand Inga risque d'être un projet utopique. Le fleuve Congo ici risque d'être un fleuve qui n'est pas navigable. Dans la traitement, professeur, vous avez la parole. Le gouvernement venait de signer, c'était en janvier de cette année, un décret, le Premier ministre a signé un décret pour la création de ce cours lourd vers Kivu-Kinshasa qui s'étend sur plus de 500 000 km. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas quand même la solution au niveau gouvernemental qui est en train de trouver justement contre cette déforestation? Oui, c'est une très bonne chose. Je crois que c'est quelque chose qui est applaudi par le monde entier, mais je crois que il y a les efforts qui doivent suivre, n'est-ce pas? C'est que nous devons développer l'expertise à notre niveau pour pouvoir conduire ces actions-là.
Alors, maître, je m'excuse, je pose la question. On parle aujourd'hui de cette situation, comme on continue de le dire. Kinshasa est occupé à peine à 15% de sa superficie, alors 15 que... à 20%. Oui, la commune de Maluku tout seul a au moins 79% de la superficie de Kinshasa. En même temps, la population ne veut pas partir dans les zones non occupées parce que tout le monde est concentré ici. Même la ministre des Affaires foncières qui venait d'interdire justement les morcellements, justement pour un peu contribuer à la lutte contre l'accumulation de population dans une zone beaucoup plus réduite. Aujourd'hui, la Metelsat a déclaré que d'ici jusqu'au mi-mai, on aura toujours ces phénomènes pluvieux avec des précipitations très abondantes. Est-ce que vous pensez que nous tendons vers la catastrophe finalement parce que les autres parlent de signes apocalyptiques, mais lui-même dit, la Metelsat explique que si on n'y prend pas garde, nous risquons vraiment de retrouver dans une situation intenable. Et comment est-ce que la ville compte s'y prendre pour faire face à ces situations? Oui, monsieur José, comme je l'ai dit souvent, un intellectuel, c'est celui qui sait trouver des solutions aux problèmes. Et intellectuel parce qu'on doit trouver des solutions aux problèmes de la population. Je suis toujours optimiste. Je ne crois pas qu'on soit vraiment dans une approche apocalyptique parce qu'il y a certaines solutions qui sont en train d'être prises. Vous voyez, quand vous parlez du plan d'aménagement, il y a un instrument important dont on ne parle pas souvent, c'est le SOSAC. Les schémas d'orientation stratégique d'aménagement de la ville de Kinshasa. C'est parce que dans une vision prospective, la ville s'est rendue compte qu'elle est occupée seulement à 20%, il faut repenser. Il faut repenser l'aménagement et l'occupation des terrains. Il faut repenser, à ce moment-là, il faut délocaliser certaines activités. Délocaliser, vous l'avez dit, on était à 1 million, à 800 000 en 1960. Aujourd'hui, on est à 17 millions. Il faut relocaliser des activités substantielles, des activités institutionnelles, substantielles, économiques de l'autre côté de la ville. Pourquoi les parcelles qui devaient coûter 10 000 coûtent aujourd'hui 80 000? Parce qu'on veut être étouffé. Et quand on est étouffé, il y a beaucoup de choses. L'aménagement, le plan d'aménagement, et je salue les efforts du gouvernement central. Il y a une loi qui a été déposée depuis 2021, mais qui n'est pas encore adoptée. L'aménagement national de la ville sur base des orientations et indications satellitaires. Mais au niveau de la ville, il y a une semaine, le gouverneur de la ville, en tant que président du comité de pilotage du projet Topetola, a lancé les activités de Topetola. Topetola, c'est quoi? Topetola est consécutif à la requête de la ville adressée aux partenaires suite à ce phénomène naturel qui s'était produit en 2015 dont parle le professeur. On avait délocalisé les populations et la ville avait adressé une requête déjà en son temps, en 2015, une requête à l'Agence française de développement et à la Banque mondiale, et ça a donné le projet Topetola. Vous voyez, les populations disent que la route Kulumba, il faut jeter les ponts du côté d'Endanou et de l'autre côté. Mais je crois, M. José, à un certain moment donné, l'État qui est les garants de la sécurité, quand on parle de la sécurité de l'ordre public, il y a aussi la préservation de l'environnement communautaire. À un certain moment donné, il faut que l'État frappe. En tant que représentant de l'État, j'en parle parce que, bon, au fait, c'est la responsabilité aussi de l'État, parce que quand on dit la corruption, tout ça, c'est la gouvernance. C'est à l'État de prendre des mesures idoines, des mesures urgentes, pour que, en se disant, ok, l'environnement, vous l'avez dit, pour les générations futures, si nous voulons garantir un environnement sain pour les générations futures, nous devons prendre des mesures urgentes. On ne lotit pas, on ne lotit pas qui veut, qui lotit, quand et où. Alors, maître Coco Belade, je pose une question en hypothèse. Et répondez-y vraiment franchement, nous sommes dans un laboratoire. Même oui. Si, voilà. S'il était possible aujourd'hui de doter le gouverneur de la ville du pouvoir de lotir, pensez-vous que c'est une des solutions substantielles quant à la discipline de l'aménagement du territoire? Je crois que ça va atténuer. Je réponds franchement. Et ça viendrait de qui? C'est de la loi.
Il faudrait parce que pourquoi qu'est-ce qui lui a interdit? C'est parce que c'est la capitale. Il y a la loi de 73. Dans cette loi-là, la loi foncière, la loi dite foncière, Oui. en son temps, on se disait comme la capitale, c'est le siège des institutions, il y a les représentations diplomatiques. Donc on ne peut pas donner le pouvoir au gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville n'a pas le pouvoir de lotir. Pour avoir 2 hectares, nous avons, on voulait avoir une décharge, le gouvernement voulait avoir une décharge en Djili, qui était de 6 hectares. Parce qu'aujourd'hui, on prend les déchets, oui, mais on les amène où? Il y a tourisme des déchets. Donc pour avoir ces 2 hectares, il fallait que soit la ministre. 6 hectares, pour avoir les 6 hectares d'Ndjili brasserie, il faut la signature de la ministre. Professeur, il y a quelques années, il y a eu encore une autre inondation puissante qui avait tué beaucoup de gens, qu'on a appelée sur le pont Makelele. Et vous vous rappelez qu'on avait délocalisé les gens, on les a placés en passe, je crois, passe 1 et passe 2. Alors aujourd'hui, vous savez bien que le lit de la rivière Ndjili est occupé et l'eau ne nous demandera pas notre avis. Bon, aujourd'hui, les personnes qui ont été frappées par ce malheur, on les a un peu mis à l'écart. La pluie a cessé de tomber, mais elle ne nous a pas dit qu'elle est partie. Ces gens-là vont être remis dans leur maison. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que s'ils rentrent dans leur maison et qu'il pleut, c'est encore une catastrophe. Mais s'ils restent là où ils sont, sans solution, nous sommes dans, vous avez dit, un point de rupture. Et avons-nous la capacité aujourd'hui, en tant qu'État, de prendre la mesure de la crise qui vient de se poser et d'anticiper sur la problématique posée? Est-ce que les gens vont rentrer dans leur maison? Est-ce que le gouverneur de la ville va dire, bon, on va enterrer ceux qui sont partis, on va donner des matelas, les gens vont vivre un peu pendant quelques jours de manière décente, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Pouvons-nous prendre cette mesure-là? Je vous pose la question. Si vous pouvez conseiller, vous allez conseiller quoi? Merci beaucoup, merci beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis en train je m'inscris en faux à ceux qui sont en train de prédire l'apocalypse. Les inondations arrivent partout, bien entendu. Mais il y a une mort d'homme, professeur. Hein? Vous ne pouvez pas dire que... Il ne faut pas banaliser. Ça non, arrive, non, mais on ne peut pas emporter des gens. On ne sait pas banaliser, mais aussi on ne sait pas, dramatiser, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous pouvons gérer. Je dis, l'inondation, c'est l'excès d'eau. Cet excès-là peut être géré et rentabilisé aux besoins de la promotion et de la valorisation des services de l'eau. Voilà, oui. Comment on fait? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous dis par exemple, en 2012, il y a eu une grande inondation en amont, vers Lukaya. Cette inondation a été contenue par une carrière qui était là. La carrière a servi de réservoir. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que nous devons construire des réservoirs pour contenir le plus d'eau. Vous trouvez? Oui, des bassins de rétention. Pour pouvoir contenir le plus d'eau. Et c'est ça même la gestion, ce que nous appelons la gestion intégrée des inondations. Et le plus d'eau là, lorsqu'il est stocké, le plus d'eau, lorsque ce surplus d'eau est stocké quelque part, c'est que ça va être utilisé pour d'autres besoins. Par exemple, c'est que les gens peuvent peuvent faire leurs champs et faire de l'irrigation. Vous trouvez? Les gens peuvent faire de l'aquaculture dans ce bassin de rétention. C'est ça même la valorisation de l'eau. C'est que l'eau, n'est-ce pas, nous donne maintenant des services et autour de l'eau, nous développons l'économie. Voilà, oui. Donc pour le moment, les gens peuvent rentrer chez eux. Moi, je dis, il y a un fait sociologique, n'est-ce pas? C'est que les gens sont restés, ont déjà construit l'habitude, ils sont chez eux, c'est le confort. N'oublions pas que nous sommes en train de traverser une période difficile dans notre pays où nous faisons face à la guerre et c'est difficile que les gouvernements puissent continuer à prendre les gens comme ça. Mais je pense qu'il faut créer des conditions pour que les gens rentrent encore chez eux. Mais revoir la loi, les conditions de la loi. Ok, les gens qui occupent les lits actuellement, comment est-ce que nous pouvons les délocaliser. Voilà, les délocaliser. Ouais. Si pas actuellement, mais dans un futur proche, ils peuvent être délocalisés. Mais dans un futur lointain, c'est que nous avions pensé à un plan de gestion intégrée des inondations qui voit l'inondation pas comme une menace, mais comme une opportunité
pour développer les services de l'eau et créer Est-ce qu'on vous les écoute richesses. ou bien vous parlez de ces choses-là seulement dans votre auditoire et tout? Est-ce que vous avez l'oreille qu'il faut? Bon, heureusement qu'aujourd'hui, vous m'avez amené ici. Oui. Vous m'avez amené ici. Je crois que comme vous êtes écouté par les décideurs, Très et bien. qu'ils vont devoir écouter, puisqu'on en parle plusieurs fois. Nous en avons parlé. Nous avions tenu, l'année passée, nous avions tenu un grand atelier, lorsqu'il y avait inondation, nous avions tenu un grand atelier à l'université sous l'égide de monsieur le recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kaimbe Toumba. Alors, l'atelier avait rassemblé la plupart des parties prenantes qui sont impliquées dans les secteurs de gestion des catastrophes et consorts. Plusieurs ministères, ils étaient venus dans la salle de conférence de Monekoso où nous avions présenté ces plans de gestion intégrée des inondations. Bon, nous espérons que ces plans, et surtout que nous travaillons maintenant avec l'expert que le gouverneur avait désigné, c'est que ce plan-là sera valorisé. Nous ne pouvons que l'espérer. En tout cas, nous allons faire le suivi. Merci pour que ceux qui ont la connaissance, comme le professeur Chimanga ici, ceux qui ont l'expertise, comme notre invité, puissent être écoutés et suivis par les dirigeants. Nous avons fait parler un homme, c'était Maître Charles Kabouya. Maintenant, nous faisons parler une dame, c'est Maître Mathiave, pour pouvoir recueillir un peu son impression quant à la responsabilité de l'État dans cette catastrophe. Suivons. Les inondations auraient pu être, disons, les conséquences des inondations auraient pu être moins sévères. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, les intempéries sont plus virulentes, elles ont plus d'impact que par le passé, mais on peut se préparer, on peut essayer justement de limiter les dégâts matériels et humains. C'est des scénarios qui, dans les écoles de stratégie, sont envisagés, et même au niveau des ministères. On se souvient qu'il y a quelques jours, l'agence de météorologie avait annoncé que pour fin mars et tout le long du mois d'avril, il y aurait de fortes précipitations. Donc il était de la responsabilité de l'État congolais d'anticiper sur les éventuelles conséquences, dégâts matériels, impacts humains qui découleraient justement de ces fortes intempéries. Déjà que, en sachant, en vivant à Kinshasa, nous voyons que lorsqu'il pleut, il y a effectivement des zones qui sont souvent, généralement, submergées. Donc, la responsabilité de l'État, elle est établie. Est-ce que ça aurait pu être anticipé? Bien entendu, je pense que des solutions palliatives auraient dû être disponibles, mises à la portée de la population juste après, dans les minutes, dans les heures qui suivaient. On n'a pas de plan d'urgence jusqu'à présent. On ne sait pas faire le bilan des dégâts causés non plus. Sur le plan humanitaire, on a l'impression qu'il y a un tâtonnement au niveau de la réponse de l'État. Et malheureusement, c'est des situations pour lesquelles les experts congolais avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Sur ce plateau, en tout cas, beaucoup de Congolais, surtout des Kinois, et je voudrais ici vous demander de parler un peu en lingala. Mingi bazoloba, gouverneur asali logote. Biso to monika ka responsable na biso oyo azana mutu makambo yo, eza gouverneur Daniel Bumba, c'est lui le responsable, comme s'il était en connivence avec les inondations. Donc, message n'est pas à la population, parce que notre population doit aussi être éduquée à ces questions-là. Comportement ni population pour adopter dans une période oyo inondation et côté dans la quatre famille, je crois qu'il n'y a aucune famille dans la ville ici qui n'est pas touchée, de près ou de loin. Message ni on s'adresser na pasteur P. Willy, netina lobaki na ebandelia wa sali pasi
soki moto akufi ata soki moto moko akufi na kati ya famille faut esala pasi et situation ekomeli ville ezosala biso nyonso pasi esali gouverneur pasi mokonzi ya mboka ye moko asali pasi bomonaki déplacement soki bamesure ezalaka te tongai tovivre situation moko soso plus dramatique et je crois que bomonaki gouverneur akitaki kuna je crois na butu azalaki déjà wana tout ça et aussi avec l'accompagnement ya gouvernement central na kati makambo oyo eloko ezaka naturel soki ye babenga eza na deux choses il y a responsabilité institutionnelle responsabilité oyo ya biso nini ya bato badirijaka il faut que topesa solution na bato mais eza mpe na responsabilité individuelle ok eloko boye oki koprévenir na kati ya ndako naza na famille bayebisinga bato nasomba ndako baya kotekala ndako nasalaki mwa économie na ngai nakende kosomba ndako à 1 mètre à 2 mètres pembeni ya rivière nakoboya alors eloko ekosala c'est que obomoni nakoki koloba te ke gouvernement asalaki te il faut tomona verre à moitié plein au lieu tomona yango à moitié vide soki bato wana baza lelo na kati ya site wana c'est parce que il y avait un site il y avait un plan okoki koloba kaka boye te bato batia bato bamatela ezala te tout ça c'est qu'il y avait une cellule qui a réfléchi hein, donc, qui a réfléchi mais réflexion il faut qu'il y ait en perspective to qu'il y ait musika après bato to sana bango nini ce qui va se passer c'est que il y a une équipe qui est descendue pour la quota là et il y a une équipe pour la quota un mécanisme d'alerte est-ce que pour besoin annoncer la précipitation je pense et réunion moko gouverneur za ko présider sikoyo c'est que ba famille na ba kozala nanu wana parce qu'on peut pas remettre batou na situation tant que to yebi que to maîtrise et ça la minante ça ce sont des situations ba solution à court terme mais wana vraiment naza ko senga peu prudence naza ko senga peu na prudence parce que professeur alobi que ça catastrophe naturelle muto ala la ka 8 heures du temps tant oza na kati ya pongi et que mbula et beti Kinshasa et batonga ngo likolo ya sable c'est que banzeto ezalaki lelo njili banzeto ezalaki eza soute moyen maye kota na mabele zate sable aza lokola voiture aza ko mema mai naza ko senga vraiment que na ba famille bazala prudente bato batambusaka omoni na Kinshasa tozala mona bina anga egoya te naza kino na kotika na kati ya voiture na leka kaka on a failli bato ninga bakufa azana voiture azana bato na kati ya bien na koleka kaka esprit quinois il faut to longola esprit quinois to même esprit quinois na ndenge ya sensibilisation to même esprit quinois na ba valeur to même esprit quinois zate boyego ya kaka non to même esprit quinois ya koloba ke l'état akosala musala na ye mais ngape na banina vo ba famille ba parents bana pourquoi tant inondation zali kosala bana msu akufa pona bongo inondation zali kosalama ba parents batiki bana bakende kosaka na kati ya mai wana oubliant que mai ezali kouta na lukaya tant bana msusu bakei et vraiment Willy ezosala pasi l'état ko continuer kosala makambo na ye akoko préserver mais naza ko sensibiliser naza ko benga naza ko bwaka mbela neti balobaka pour que vraiment ba famille pe soki kokozela te oki kozelaka te bo l'état ya ko zwangai vraiment ezaki na ba famille msutan bayokaki kaka meba balongwe na njili na tout au long njili bakatisi côté ya Kimbanseki baké côté ya Masina tout ça et bazaki vie ezaki préserver l'état ça la toko continue sensibilisation mais population yemoko pe azwa destin na maboko. En tout cas, nous allons vers la fin de cette émission. Vous avez compris que c'était une émission que nous faisons en solidarité avec toutes les victimes de cette inondation. Le premier qui a été solidaire, le premier qui a montré de l'empathie, c'est le chef de l'État lui-même qui a décidé d'aller voir les personnes affectées, en tout cas, qui ont été réunies grâce quand même à cette commission d'alerte, parce que les gens ont quand même travaillé, il a fallu se réunir, il a fallu décider que les gens aillent à tel site, il a fallu sortir des moyens pour donner des matelas et un peu de vivre, même de l'eau potable. Alors nous allons suivre le chef de l'État, parce qu'il est parti voir nos compatriotes. Ce sera ça qui va nous permettre de croire que le pays est quand même capable, devant une difficulté, malgré la faiblesse des moyens, le pays est capable de faire montre de solidarité, à commencer par le numéro 1 de la République. Suivons.
Remercions nos confrères de France 24 pour cette solidarité journalistique parce que le problème était tellement important. Peut-être que les Congolais n'ont pas pris la mesure de cette catastrophe, mais voilà, le monde entier aujourd'hui a été informé de ce qui s'est passé. Dieu merci, le président de la République vous a rejoint un peu dans ce qu'il dit, qu'il faut examiner la question, qu'il faut curer les caniveaux. Nous savons donc ce qu'il faut faire. Il faut avoir le courage de le faire et la ténacité d'aller jusqu'au bout, en évitant la corruption, en évitant la complaisance, mais surtout en évitant des peuples pressés d'aller vers leur mort en prenant des décisions irresponsables. En tout cas, à moins que Junior ait une dernière question, sinon nous allons conclure cette émission. Voilà, ma question s'adresse effectivement à l'expert du gouvernement. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, est-ce que vous pensez aujourd'hui avec le nombre de populations affectées par cette catastrophe et les niveaux d'investissement de tout ce qu'il y a comme lotissement dans ces cours d'eau, autour de ces rivières, le gouvernement congolais et de Kinshasa sont en mesure de pouvoir permettre à ce que la population puisse se déplacer dans des conditions acceptables, c'est-à-dire avec indemnisation, pour qu'ils puissent poursuivre leur vie ailleurs? Je crois que vous l'avez suivi, José, c'est que le chef de l'a dit, il y a une équipe qui est en train de réfléchir sur la question pour trouver des solutions durables, solutions idoines. On ne peut pas prendre des solutions parce que c'est comme ça. Non, non, ce sont des vies humaines. Il y a eu des dégâts, malheureusement, des dégâts matériels, tout et tout, mais il faut des solutions holistiques. Il faut vraiment une solution durable. Il y a une équipe qui a été mise sur pied et au moment où je parle, il y a eu une réunion interinstitutionnelle à laquelle est associée la ville. Le chef de l'État a réuni la Première ministre, son gouvernement, et la ville est associée pour que, dans l'approche de la mutualisation des intelligences et des efforts et des ressources, pour que des solutions durables soient trouvées au bénéfice et pour la vie de nos populations. Et c'est ça l'objectif d'un gouvernement, sécuriser la population, accompagner cette population dans le bien-être communautaire. Professeur, je ne sais pas si vous parlez lingala, moi, mon lingala est difficile. Vous faire un message en lingala, c'est possible? Oui, c'est que... Merci beaucoup, M. Willy. Tout comme la perspective, il y a comme on a maille, inondation, pas toujours le menace. Comme une malédiction. Voilà, malédiction. Mais tout le monde a engropé l'opportunité, il y a qu'à valoriser le service, il y a maille. C'est que tout qui peut exploiter excès ya maille wana on a coriantango na ba besoin mususu ba o bazana maille ya kosala irrigation te ba sala irrigation ba oyo ba ko sala maziba ba nini ba bokola bambisi ba bokola bambisi. C'est comme ça et l'onde et loko tozali ko benga na lopoto gestion intégrée des inondations. Merci. Merci beaucoup professeur Timanga Raphaël. Merci surtout, vous allez avoir une seconde pour faire un dernier mot. Oui. Oui, parce qu'il faut s'adresser. Ce soir, les gens nous ont suivis et vous avez rallumé une flamme, celle de la solidarité et de l'espoir. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas un peuple sans réponse, nous ne sommes pas un peuple non dirigé, parce que apparemment c'est ce qui était en train de s'installer dans la catastrophe, dans les désarrois. Les gens doutent de tout, ils ont douté de leurs autorités, ils ont douté de leurs dirigeants. Mais vous êtes venus nous dire, non, il y a quelques hommes aux commandes et ils vont le faire. Alors, votre dernier message. Willy, mon dernier message, c'est que le peuple doit être rassuré. Effectivement, il est affecté, mais il doit être rassuré. Mais au-delà de ça, il y a un élément important que j'aimerais adresser, c'est la solidarité. Ça ne sert à rien. Oui, quand il y a inondation qui touche les familles d'autrui, de prendre ces images, de montrer gauche à droite, tout et tout, place Batouakoufi, c'est bien. Mais le Kouana, c'est la solidarité. La solidarité, Zani. Solidarité, c'est que les locaux, et Zui Mouninga, tous à la pour toi compatir. Tous à la pour accompagner le gouvernement dans Makambo, le gouvernement et gouvernement. Population de l'Amsa gouvernement, gouvernement Talabisoboy, gouvernement Talabisoboy et gouvernement Azalawana pour nous ça la solution et je crois que la solution en haut est ça. Population Azala rassurée, population Azala na notre espoir,
population à travers au côté du gouvernement, population à travers la solidarité pour que la solution durable et Pesama pour Falobi, et c'est ça la solution, la gestion intégrée. Donc, les années, qu'on utilise Maïwana, ceux qui alertent au toutier pour gouverner à Senga qui va nous la nini, basa mécanisme alerte. Tant on alerter que Lukaya a banni ko déborder, au lieu que Mayango est comme en Anjili, qu'orienter Mayango ailleurs, pour que peut-être que ça vienne à valer à ce comment. Bilango ils ont Anjili la brasserie, Anjili brasserie, qui ko développer agriculture, côté voilà un peu, Monsieur Willy, et ça qui passe Imelelo, tous en nos espoirs. Bon, Nzambezali, un pasteur, je crois. Merci beaucoup. Merci en tout cas de votre participation à cette émission. Nous l'avons faite en solidarité avec nos compatriotes. C'est comme ça que nous lançons un message. Ce soir, où que vous soyez, n'hésitez pas. Vous avez des chemises que vous ne portez pas, vous avez des babouches que vous ne portez pas. Nos compatriotes ont tout perdu. Tout perdu. Pas d'habits, pas de rien du tout. Donc vous avez des médicaments dans votre maison, vous avez du pain, de l'eau, n'hésitez pas, l'adresse est connue, c'est le site francophone, le site du stade Tata Raphaël. Vous pouvez y passer. Si vous ne pouvez pas y aller, donnez à votre enfant. Montrons cette solidarité pendant que nos compatriotes sont là-bas. Vous savez, eux aussi, comme vous, ils étaient dans leur salon, ils regardaient la télé, ils avaient tous les conforts qu'il faut. Ils ne l'ont pas choisi. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. C'est en ce moment qu'un peuple montre sa solidarité. N'hésitez pas. Vous avez 10 000 francs, 20 000 francs. Ne minimisez pas votre action. C'est ensemble que nous allons résoudre les problèmes de certains. Parce que chacun étant engagé dans la solidarité nationale. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Nous espérons vous retrouver à une autre occasion et à l'espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Chaque jour est une vie. Prenez soin de vous.